Tous, je vais demander à ceux qui sont encore debout de s'asseoir, si possible, alors pas les intervenants, mais tous ceux qui sont spectateurs, si j'ose dire, dans les travées du milieu, comme ça nous remplit bien l'espace pour les caméras. Deuxième opération, vous êtes tous des gens importants, mais pendant 1h30, vous êtes tranquilles, donc vous coupez vos portables, parce que ça fonctionne très bien dans la salle. Donc, Bien, bonjour à tous. Bienvenue dans cette rencontre au cours de laquelle nous allons évoquer les aides, les financements et les accompagnements dont peuvent bénéficier les entreprises de la région pour se développer, innover et exporter. Ensuite, certaines de ces entreprises seront récompensées et encouragées par la remise des trophées international et industrie, mais ça viendra dans la deuxième partie après 17h30. La première partie qui va nous occuper pendant à peu près 1h30 va consister d'abord en une série de témoignages d'entreprises qui ont pu booster leur développement ou leurs exportations grâce au soutien financier, humain et technique d'institutions comme la région Grand Est, la BPI, Banque publique d'investissement, et le réseau bancaire ou les CCI locales ou régionales. Ces mêmes institutions profiteront de notre deuxième partie pour détailler les modalités de leur accompagnement. Et dans un troisième temps, je compte sur vous, vous pourrez poser les questions à nos intervenants, en tout cas à ceux de... Oui, à tout le monde, il y aura des micros, sachant que ces derniers se tiendront à votre disposition après la manifestation, puisque vous avez vu qu'il y a une fête qui se prépare à la sortie. Je vais vous demander, à ce moment précis, d'applaudir chaleureusement les équipes qui ont travaillé à cette manifestation, notamment celle du Centre des Congrès qui nous accueille et qui est vraiment charmante, la CCI qui s'est démenée pendant des semaines, et puis ici les étudiants de l'IUT qui nous assurent la partie vidéo, ce qui nous permettra à la fois d'être en télévision sur YouTube et éventuellement on pourra regarder ça plus tard chez nous. Mais pour officialiser l'ouverture de cette manifestation à la fois sérieuse et chaleureuse, je vous demande d'accueillir le président de la CCI 3 Aube, président de CCI International Grand Est, Sylvain Convert, qu'on applaudit chaleureusement en même temps qu'eux. Bonjour à tous, merci d'avoir répondu à notre invitation. Il est vrai que le thème proposé aujourd'hui de cette table ronde, aide et financement, est un vecteur porteur d'intérêt. Vous avez raison d'être là aujourd'hui car l'environnement des aides évolue. Que vous soyez une start-up, une TPE, une PME, une ETI, voire un grand groupe, des dispositifs d'aide existent pour tous et pour vous. On compte aujourd'hui en France plus de 3000 aides publiques différentes. Un véritable casse-tête pour les entreprises qui souhaitent identifier les aides auxquelles elles peuvent prétendre. Ces aides publiques aux entreprises proviennent de l'Europe, de l'État, du Conseil régional, des collectivités, voire de structures privées, et peuvent prendre différentes formes, subventions, crédits d'impôt, exonération fiscale ou sociale, prêts d'honneur, garantie de financement et encore d'autres processus. Quelle aide publique solliciter? Vers quel acteur se tourner? Comment compléter son dossier de demande et ainsi se garantir de l'obtention de ces aides? Cette table ronde est l'occasion de décrypter les grands principes de fonctionnement des aides afin de mieux identifier les dispositifs à mobiliser dans le cadre de vos projets. Bonne réunion. Est-ce que je peux vous demander de réapplaudir pour montrer vraiment que vous êtes enthousiaste ? Merci pour lui et pour eux. Alors, nous allons commencer avec un premier chapitre et certaines entreprises qui ont bénéficié des soutiens publics et des soutiens spécifiques pour assurer leur développement local, régional ou même international. Notre premier invité s'appelle Philippe Solermi, qu'on applaudit également pour l'inviter jusqu'ici. Alors, Monsieur Solermi, comme on ne vous connaît pas forcément, vous avez commencé par des études d'expertise comptable, vous avez entamé votre carrière dans l'audit d'entreprise, puis vous êtes devenu directeur administratif et financier de l'entreprise familiale créée avec vos deux frères en 1992. Cette entreprise s'appelle Carbonex, elle trouve ses origines en Espagne, vous pouvez expliquer ?
Alors bonjour à tous et à toutes, merci pour votre invitation. Alors Carbonex, effectivement, en 92. L'origine espagnole, c'est que notre papa est espagnol, notre maman est française, et notre papa faisait déjà notre activité à l'époque, qui était finalement une activité déjà propre pour l'avenir de la planète, pour l'environnement, mais on ne le savait pas. Et donc il faisait aussi du carbone, donc charbon de bois pour barbecue. Et on a continué dans les années 90. Il était en Espagne, son unité était en Espagne. Il nous a demandé si on voulait le faire, et nous on a dit oui, mais en France. Alors vous avez amélioré l'activité artisanale de votre père pour l'industrialiser. Vous êtes installé dans l'Aube, à Gier-sur-Seine, entre vignes et forêts. Est-ce que c'est pour être proche de la matière première ? Alors oui, effectivement, c'est essentiel. C'est vraiment le circuit court. Le circuit court, c'est être proche de sa matière, être proche de ses clients et pouvoir répondre, j'irais, à l'ensemble des contraintes que peut avoir, en tout cas dans notre domaine industriel, d'un point de vue environnemental, mais aussi d'un point de vue sociétal. C'est pouvoir créer une dynamique autour du site avec des emplois aussi pérennes, mais aussi j'ai une vie économique, sociale, parce que c'est vraiment important de se sentir bien là où on travaille et de savoir qu'on a du soutien avec la population locale. Est-ce que ça veut dire que vous allez brûler toutes les forêts de l'Aube ? Non, loin de là, bien au contraire, que ce soit de l'Aube ou d'ailleurs, parce qu'on se développe et on restera pas forcément dans l'Aube, mais en France, on en reparlera tout à l'heure. Mais effectivement, c'est la gestion des forêts, c'est la clé essentielle dans notre activité, mais comme beaucoup d'activités, le côté environnemental, bien sûr, si on veut un avenir, il faut préserver la planète. Pour préserver la planète, lorsque l'on coupe du bois, c'est pas forcément l'image de la déforestation qu'il faut voir, c'est aussi la gestion des forêts. Une forêt s'appauvrit si elle n'est pas gérée, donc si on l'entretient pas, et l'entretenir, ça veut dire aussi couper, que ce soit les petites branches, mais aussi les arbres. En 2010, votre activité a bénéficié d'un bond technologique initié par votre frère Pierre. En quoi consistait rapidement ce bond ? Alors ce bond technologique, effectivement, on s'est aperçu que notre système de production artisanale pouvait produire beaucoup plus d'énergie. Disons qu'on perdait de l'énergie qui était finalement rejetée dans l'air. Et il y a eu le Grenelle de l'environnement qui nous a aussi fait prendre conscience qu'il fallait faire un tournant dans l'industrie du carbone et du carbone renouvelable. Et on a mis en place un bureau d'études en 2007, et ce bureau d'études avait comme objectif de réussir à prendre le maximum de l'énergie que le bois pouvait donner au moment de sa transformation, qui est la pyrolyse. Et effectivement, on a mis en place une technologie disruptive qui a permis d'être viable économiquement, parce qu'il y a une concurrence qui est mondiale, et la concurrence mondiale, malheureusement, elle est un peu controversée, voire beaucoup, parce qu'il y a là, par contre, on peut parler aussi de déforestation, etc. Et de la main-d'œuvre qui peut être esclave, ou en tout cas... Oui, n'en parlons pas, on va parler de vous plus tard. D'accord, voilà. Donc, en tout cas, on a mis en place, et aussi effectivement avec l'innovation qui était le fer de lance de l'activité de Carbonex. À ce jour, quels sont vos marchés ? Alors nos marchés sont principalement du local, et en local c'est avec les GMS, les grandes et moyennes surfaces. Mais il y a EDF aussi qui fait partie de vos... on a EDF depuis maintenant 6 ans, et tout dans notre production de charbon de bois. Donc au moment de la pyrolyse, on récupère l'énergie, on récupère plusieurs énergies, deux essentiellement, la chaleur qui sert à notre process, mais aussi dans la partie pour chauffer les bâtiments, mais aussi pour faire de la briquette de charbon de bois, qui est le deuxième produit carbone de notre activité. Et l'autre partie, c'est avec la pyrolyse, avec nos gaz de pyrolyse qu'on récupère, et on produit l'électricité via une chaudière et une turbine, et que l'on vend à EDF grâce à un contrat de 20 ans. On parlait des aides, voilà une aide un peu indirecte, parce que l'investissement, on doit le porter nous. Mais en tout cas, l'aide, si jamais on arrive à produire l'électricité et à porter l'investissement, sur 20 ans, on a la chance de pouvoir vendre avec un tarif bonifié. Alors, je rappelle que vous pouvez chauffer, entre guillemets, 10 000 foyers grâce à l'électricité, ou éclairer, et en charbon de bois, vous vendez 20 000 tonnes, soit 1/6 du marché français, c'est ça ? Voilà, exactement. Alors les 10 000 foyers, l'avantage d'une production d'électricité verte avec de la biomasse, qui est différent de l'éolien
et du photovoltaïque, c'est qu'on a une production 24 sur 24. Donc on n'a pas de problème de coupure. Alors vous avez un projet de vous renforcer localement et nationalement. Vous pouvez préciser rapidement ces projets ? Oui, alors donc déjà localement, qu'est-ce que alors localement, effectivement, à Gilles-sur-Seine, où on s'est situé, on va un peu plus que doubler notre capacité de production en mettant une autre unité à côté de celle existante, mais avec une technologie renforcée et je dirais la technologie 2.0 par rapport à celle qui est en fonctionnement, qui nous permet d'avoir un rendement amélioré et surtout dans la partie production élec, aujourd'hui on a une production qui est hybride, on met de la plaquette forestière et aussi nos gaz de pyrolyse. On a pu constater que finalement uniquement avec nos gaz de pyrolyse c'était suffisant et la prochaine unité aura que les gaz de pyrolyse, ce qui est intéressant parce qu'on n'utilise pas, enfin on brûle pas du bois que pour le brûler pour faire en partie l'électricité, c'est que là on va utiliser 100% de la valeur du bois. Et vous comptez aussi vous implanter dans la région bordelaise, c'est ça? Exactement. On compte s'implanter en Gironde. On a créé un site qui était un ancien producteur de charbon de bois qui a arrêté son activité il y a maintenant à peu près 3 ans et qui est à côté de Bordeaux et qui va nous permettre de nous situer sur la côte sud-ouest de la France, qui permet aussi de nous rapprocher de nos clients parce que nous on vend sur toute la France, mais pour améliorer la partie circuit court et faire des unités à la taille humaine, on essaie de faire plusieurs implantations et la prochaine sera effectivement à côté de Bordeaux. Sur un plan général, vous en êtes donc à la 3e grande étape de votre entreprise, création, nouvelles technologies et maintenant développement géographique. Est-ce que vous avez été aidé à chacune de ces étapes et si oui, par qui? Alors oui, on a été aidé. Pour faire, l'objectif d'un entrepreneur, c'est pas d'aller voir des aides et s'il y en a, je dirais, tant mieux. C'est un peu un booster finalement. Et ça nous permet peut-être d'équilibrer une certaine concurrence un peu déloyale qui est finalement une concurrence internationale pour beaucoup de produits et le nôtre aussi, même si on ne pouvait pas s'imaginer à l'époque qu'il y avait une concurrence si forte. Mais on a été aidé à différents niveaux. Je dirais, ça vient même de la commune, après je dirais de la région, enfin du département, de la région, même de l'Europe avec le FEDER. Donc on a eu avec des pré-relais au tout début et on a eu même avec avec Oseo, qui avant qu'elle devienne la Banque publique d'investissement, qui nous a permis par rapport à certains financement qui n'était pas accessible pour de l'innovation, nous a permis de pouvoir avancer. Donc ce sont des aides aussi qui étaient importantes pour nous tout au long et aujourd'hui encore on en bénéficie. Et pour la 3e étape, justement, on parle d'1 million d'euros pour votre investissement. Là-dessus, qu'est-ce qui revient à l'aide publique et qu'est-ce qui revient à vous? Alors, l'investissement total, il fait 20 millions. Pardon. Ça fait peu alors. En tout cas, sur les 20 millions alors. Alors sur les 20 millions, c'est difficile de dire. Aujourd'hui, on travaille pour avoir, on fait une demande sur la région et l'Europe pour nous aider un peu à faire le financement avec la création d'emplois, avec la pérennisation du site, voire même l'agrandissement, c'est même pas voir, avec l'agrandissement. Donc on demande des aides, on ne sait pas quelle sera son importance. Aujourd'hui, ces aides sont bien parce qu'on est sur des technologies innovantes, donc avec un coût de revient très important. Et c'est des demandes qui sont faites. Si on les a, c'est excellent parce que ça va permettre, là encore, comme je disais tout à l'heure, ça va permettre de booster et de nous placer via la concurrence de manière à redynamiser cette industrie en France et de pouvoir l'accélérer. En un chiffre, vous escomptez combien d'emplois nouveaux? Alors en un chiffre, 100. Et localement? Alors, avec Bordeaux. Localement, oui. Localement, c'est à peu près la moitié et Bordeaux l'autre moitié. Pas mal. Deuxième entreprise, c'est SCDC et son PDG est Rémi Fregnault qui va nous rejoindre et qu'on applaudit. Alors, Monsieur Fregnault, vous avez 45 ans, vous êtes natif de Gérardmer, titulaire d'une maîtrise de gestion. D'abord 5 ans dans la grande distribution, puis un séjour dans l'audit d'entreprise, ceci jusqu'en 2007. Si vous voulez vous voir, vous êtes là aussi. Donc, avec le rachat de la société SCDC, dont vous êtes le PDG. Pour faire court, cette entreprise a été fondée en 1983 par Denis Caster
pour le travail du fil métallique de 0,8 mm jusqu'à 16 mm. Les utilisateurs sont ou étaient les constructeurs automobiles, l'électroménager et le palissage viticole, soit environ 1500 tonnes de fil et 40 salariés pour un marché français et un peu suisse. Alors la particularité de SCDC, c'est qu'entre le rachat de l'entreprise par vous et aujourd'hui, elle a basculé de l'auto vers la vigne. Vous pouvez expliquer ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Nous avons subi en 2008 une forte crise de la sous-traitance. L'automobile représentait 45% de notre chiffre d'affaires et du jour au lendemain, les commandes se sont arrêtées. Donc on venait de racheter l'entreprise moins d'un an avant, donc c'était pas le meilleur moment. Enfin, c'est jamais le meilleur moment quand ce genre de choses arrive. Et on avait basé notre stratégie quand on a repris SCDC, de développer au maximum le palissage viticole et de sortir de la sous-traitance en travaillant sur des produits propres. Donc le destin vous a boosté finalement. Ça a accéléré la transformation. Ouais. Quelle est la part de l'innovation dans votre activité? Parce qu'on imagine que des fils, c'est toujours des fils. Oui, comme pour un musicien, une note, voilà. C'est à peu près la même chose. J'estime que notre chiffre d'affaires sur le palissage, qui représente 70% de notre chiffre d'affaires actuel, à peu près 20% des produits sont des produits qu'on ne faisait pas il y a 10 ans. Donc on a également une concurrence étrangère qui a tendance à nous copier. Donc il faut absolument qu'on ait un métro d'avance pour sortir un nouveau produit, améliorer les produits anciens pour les rendre obsolètes et trouver toujours des idées, des innovations. Il y a des vignes partout dans le monde. Est-ce que vous comptez conquérir le monde? Déjà, on va essayer de se contenter de l'Europe et des pays avoisinants. On pense être en mesure maintenant de partir à l'export. Mais plutôt donc une Europe proche. Plutôt sur l'Europe proche. Ça reste des produits en métal et relativement lourds, donc avec des transports très éloignés qui peuvent être un peu embêtants. Donc on est sur des pays frontaliers, l'Angleterre, Espagne, Portugal, l'Italie, pourquoi pas. Et plutôt que d'exporter, c'est pas plus intéressant de créer une unité dans le pays que vous visez? Certainement, mais il faut, je pense, avoir déjà un certain volume assuré. Et quand on va démarrer dans les pays, on démarre vraiment de zéro, de très très bas. Il faut construire le marché, la demande. On n'est pas sur des produits qui sont existants dans les autres pays, donc il faut vraiment les présenter, les faire découvrir et les vendre. Quels sont vos besoins justement pour développer l'international? Alors, on a bénéficié d'un audit d'une personne qui est venue financée, je crois, par la région, pour venir un peu voir justement nos besoins, nos manquements et ce qu'on devait faire pour pouvoir partir à l'export. Concrètement, on a une structure qui est maintenant suffisamment bien organisée pour pouvoir travailler à l'export, mais on avait besoin de cette analyse pour se rendre compte de nos forces, de nos faiblesses, des marchés ou des pays à cibler en premier et d'essayer d'organiser cette démarche export. Alors l'aide, bon, il y a cet audit, et après, c'est quoi l'étape suivante? Alors l'étape suivante, ça va être peut-être un financement de la région et du FEDER, avec une assurance prospection de la BPI. Vous êtes confiant? Oui, sinon on ne ferait pas ce métier. Alors notre troisième entrepreneur est Denis Arnoux, qui va venir nous rejoindre aussi, qu'on applaudit. Prenez le micro de votre voisin si vous le voulez bien. Donc Monsieur Arnoux a la soixantaine, il est né à Troyes, titulaire d'un DEA de droit des affaires. Monsieur Arnoux a effectué tout son parcours dans la même entreprise, à savoir la teinturerie de Champagne. Alors d'abord aux ressources humaines, ensuite aux affaires financières, jusqu'au dépôt de bilan de cette entreprise familiale. Et puis en 2004, avec 2 autres cadres, Monsieur Arnoux a repris l'affaire rebaptisée France Teinture, c'est son nom aujourd'hui, qui a permis de préserver une centaine d'emplois. Alors pour faire court, là encore, France Teinture donne de la couleur et un après à tous les types de textiles, pour les vêtements ou pour la technique, soit environ 1650 tonnes en 2017 et 1800 en 2018. Un marché national pour des produits qui font le tour du monde. Donc on peut dire que ça va bien mieux, Monsieur Arnoux. Vous avez bonne mine, parce que l'entreprise a eu la tête sous l'eau quand même entre 2009 et 2016. Vous pouvez nous expliquer? Oui, un petit peu à l'image de mon voisin. On a eu la chance de reprendre une société quelques années avant une crise mondiale.
qui nous a permis de perdre 45% du chiffre d'affaires d'une année sur l'autre, et de pouvoir et d'essayer de maintenir une entreprise avec 100 personnes sans toucher au personnel, qui est la matière première de toute entreprise, et d'être encore là aujourd'hui avec, j'oserais dire, un avenir un tout petit peu plus coloré que celui qu'on a connu pendant 7 ans. Alors justement, en 2015-2016, un bon client, on peut le dire un bon client, est venu vous voir, et ça vous a permis aussi de remonter. C'est qui et pourquoi? Deux choses. D'abord, on a maintenu l'ensemble de nos clients, et puis effectivement, une marque française de sport localement connue et qui est en train de reprendre un envol important, ce qui est important pour un coq. On peut la citer, donc le coq sportif. Voilà. Donc, a décidé de reprendre pied sur le territoire au bois afin de redévelopper son textile, et s'appuie pour ce faire sur 2 entreprises locales, un tricotage et une teinture qui est la nôtre. Et donc nous continuons et nous participons à cette aventure très importante du coq sportif, et, entre autres, et encore une fois, nous sommes sous-traitants, donc nous avons aussi d'autres clients, mais c'est pour nous un point important. Alors venons-en à notre préoccupation d'aujourd'hui. En 2017, vous avez lancé un plan de modernisation d'une valeur de 3 millions. J'espère que cette fois le chiffre est bon par rapport à monsieur. En 2 tranches. Vous pouvez détailler première, deuxième tranche? Oui, alors c'est un peu plus de 3 millions. On va dire qu'aujourd'hui, avec les frais complémentaires, on est plutôt à 4. Effectivement, plusieurs tranches. La première, c'est environ une douzaine de machines, machines à teindre, machines intermédiaires, rames et machines à visiter, donc une ligne complète, pour moderniser l'outil qui n'avait jamais vraiment connu une modernisation importante depuis une quinzaine d'années, voire plus, et puis également de pouvoir augmenter nos capacités de production. Comment vous financez vos 3 ou 4 millions? Eh bien, nous les finançons grâce à nos partenaires banquiers, dont un est dans la salle, et puis grâce également à la région, entre autres, à l'Europe et à l'ancienne région et à la nouvelle région, et à la BPI également, donc soit par des prêts pour la plus grande partie, et avec des subventions, et également avec l'agence de l'eau sur du matériel bien spécifique. Qu'est-ce que ça va changer dans votre activité ou dans votre mode de fonctionnement d'avoir ces aides et donc cette modernisation? Est-ce que c'est un grand coup de booster ou bien c'est une évolution normale d'une entreprise? 2 éléments. Ça devrait être une évolution normale d'une entreprise, bien évidemment. Après les à-coups que notre filière a connus, et plus particulièrement notre entreprise, c'est un renouveau important. C'est un challenge pour l'avenir parce que nous sommes sous-traitants malgré tout, même si c'est un client important. Nous sommes sous-traitants vis-à-vis de l'ensemble des clients. Et donc c'est un pari sur l'activité. Ce que ça nous donne, c'est d'avoir du matériel plus moderne. Alors, j'aime pas utiliser les termes X.0 parce que je trouve que le point 0 c'est joli dans les textes, mais pas sur le terrain. On a des machines industrielles qui sont effectivement plus informatisées ou plus automatisées qu'auparavant, mais enfin, il faut toujours du personnel pour les faire fonctionner, des mécaniciens pour les réparer, et un petit peu d'eau, de gaz et d'électricité pour les faire marcher. En tout état de cause, c'est des machines qui nous permettent, je l'ai dit tout à l'heure, de regarder l'avenir et de pouvoir augmenter la capacité de production, mais également de pouvoir faire des économies substantielles dans une période où l'environnement et les économies d'énergie sont importantes. Un important sujet, ça permet effectivement, au niveau de la teinture par exemple, de consommer moins d'eau, de moins de gaz, moins d'électricité, et de gagner un peu de temps. En termes d'emploi, ça va créer de l'emploi chez vous? Il y a 2 choses. D'une part, on a repris 100 personnes il y a 15 ans, et on a toujours 100 personnes aujourd'hui, ce qui est quand même important. Et en ayant renouvelé environ 40% de l'effectif compte tenu des départs en retraite, et ça permet effectivement d'envisager un certain nombre d'emplois supplémentaires que, à l'horizon, compte tenu de l'ensemble de la mise en place du parc investi, d'une dizaine de personnes, c'est-à-dire 10% de l'effectif. Un 4e entrepreneur va nous rejoindre, c'est Michel Vignal, qu'on applaudit également. Alors, Monsieur Vignal, je vais le dire pour ceux qui prônent la retraite à 60 ans. Vous avez 71 ans. Vous êtes né à Troyes. Vous êtes ingénieur en électronique. Votre première partie de carrière se déroule dans plusieurs PME, je résume, mais aussi chez Alcatel, des entreprises où vous occuperez des postes dans pratiquement tous les secteurs de production, d'études et d'organisation. Vous avez même fait de la régulation ferroviaire au Maroc.
Et en 1979, vous créez Distram, une entreprise de production d'appareils de mesure électronique et de diffusion de matériel étranger. En 1979, vous étiez 2. En 2018, vous êtes 85 et votre marché est essentiellement national avec quand même 5% à l'export. Vous êtes avec nous parce que votre entreprise innove beaucoup. Est-ce que vous pouvez expliquer ? En fait, au départ de l'entreprise, nous étions des fabricants, donc nous avions nos propres produits. L'électronique maintenant est mondiale et les fabricants ne sont plus que les sociétés principalement américaines. Donc les produits sont les mêmes pour tout le monde. Et si on veut les vendre face à nos concurrents, il faut innover, notamment dans les services, dans la façon d'apporter des plus-values et des services par rapport au produit lui-même. Donc c'est moins le produit que la commercialisation qui évolue. On fait également des adaptations ou des compléments sur les produits de base, mais c'est vraiment la partie service que l'on fait en plus, en fait, que l'on développe. Alors 2 innovations ont retenu l'attention de la région Grand Est. La première, c'est l'industrie. En quoi ? L'industrie, c'est-à-dire qu'on s'est un peu, inspiré de Blablacar, où en fait il y avait une voiture avec un seul conducteur. Donc nous on a fait la même chose, c'est-à-dire que dans les usines, on a des appareils de mesure, mais bien souvent il y a un seul utilisateur, alors que dans d'autres services, on aurait besoin de ce même produit. Donc ce qu'on a fait, un logiciel, on va dire, de mutualisation des produits, mais qui va un petit peu plus loin parce qu'il y a une traçabilité des produits. Tous les produits sont équipés d'un QR code. Et quand on flash le produit, on a tout l'historique du produit, son manuel d'utilisation, quand est-ce qu'il a été étalonné, à qui il appartient, quand est-ce qu'il est utilisé, etc. Et la deuxième, c'est un peu plus original, ça concerne les lycées. Ça ce qui concerne les lycées, c'est-à-dire que on a fait un constat également que le matériel dans les établissements scolaires, j'entends tout ce qui est lycée professionnel, donc ce qui sert aux travaux pratiques, c'est du matériel qui est utilisé quelques semaines par an. Donc c'est pas utile pour la région de financer, à notre sens, du matériel qui va être utilisé 15 jours ou 3 semaines chaque année, qui ensuite va être stocké, pas forcément entretenu, et qui l'année suivante pose des problèmes aux utilisateurs. Donc là, on a fait pareil, une mutualisation, c'est-à-dire que les produits, nous les faisons passer d'un établissement à un autre, et en même temps, par rapport au référentiel des cours, on a instruit, si je puis dire, les professeurs à l'utilisation du matériel. Alors j'ai dit que vous aviez été repéré par la région, et d'ailleurs vous avez été primé pour la partie industrie. Pour la partie industrie. En quoi consiste l'aide précisément? Des sous ou de la technique? Non, c'était des sous. Des sous uniquement. Disons que en ce qui concerne ce système, on a bien été aidé, je dirais, à différents niveaux par la région, en fait. Que ce soit ici Isabelle Héliot-Couronne ou les personnes de la région. Je pense qu'il y a 5 personnes à peu près qui ont cru dans notre dossier à différents niveaux et qui nous ont aidés, en fait. Le projet lycée est en cours de test. À quand la généralisation? Alors le lycée, en fait, on part du principe suivant, c'est que si la région doit acheter une vingtaine d'équipements à 5 000 euros, ça fait 100 000 euros. Nous, on estime qu'avec 50 000 euros, on peut fournir les équipements et en plus faire la formation des professeurs et assurer la maintenance. C'est-à-dire que les équipements, quand on les passe d'un établissement à un autre, on les vérifie, on les recalibre. Et votre idée, c'est de rendre le projet national. Voilà. Donc pour l'instant, on fait un test avec la région sur 3 établissements d'enseignement pour cette année. Et après, si ça fonctionne comme on l'espère tous, on va le généraliser. Alors à tous les 4 maintenant, sans les aides dont nous avons rapidement parlé, est-ce que vous auriez fait avancer vos projets? Oui, non? Oui. Oui, non, c'est clair. Enfin, je pense que... je vais un peu me répéter, mais effectivement, les entrepreneurs, déjà quand on entreprend au départ, on s'imagine pas qu'il y a des aides. Déjà, premièrement, on s'imagine pas, et après on en découvre, et puis on a tellement un peu la tête dans le guidon qu'on n'a pas forcément le temps de chercher des aides, alors ce qui est finalement une erreur, parce qu'on aurait peut-être pu en bénéficier beaucoup plus, mais finalement, c'est pas un point de motivation. Et c'est pas un point c'est pas un but en soi. C'est pas un but en soi et on va pas consacrer du temps là-dessus. Voilà. Et si quand on grandit un peu, qu'on a un peu plus le temps ou les moyens humains pour pouvoir essayer de voir s'il y a des aides sur lesquelles on peut bénéficier, on va le faire. Mais encore une fois, c'est du bonus, tout simplement. Mais effectivement, il faut d'abord compter sur soi. Exactement. Et vous, monsieur, vous alliez dire quelque chose, non? Non, je confirme ce que dit monsieur. Effectivement, si on part
au départ, en comptant uniquement sur les aides pour avancer, c'est perdu d'avance. C'était un bon complément. Que faut-il à un entrepreneur pour que une institution croie en lui au point de lui donner des sous, justement? Pour moi, c'était plus simple. J'ai démontré à la région qu'elle allait faire des économies, donc on m'a prêté de l'argent. Donc c'est un bon argument, ça. Un bon argument, quoi. Et pour les autres, qu'est-ce qui a fait qu'on a cru en vous, dans votre projet? Je crois que... Tenez bien le micro par son corps, pas par ça. Oui, je crois que d'abord démontrer la réalité d'une entreprise, c'est celle de la volonté de ses dirigeants. Je vais pas dire les preuves qu'on a pu faire en résistant, en ce qui nous concerne. Depuis le départ, la région, entre autres, même si elle a changé entre-temps, a toujours été à nos côtés. Et on a toujours, tout simple, on a toujours fait ce qu'on disait et dit ce qu'on faisait. Il faut être crédible. Oui. La prise de risque est dans votre ADN à tous les quatre. Est-ce que vous sentez que vos interlocuteurs institutionnels ou bancaires ont le même sentiment de prise de risque? Un silence qui en dit long. Non, oui. mais on prend tous un risque de toute façon, quel que soit le niveau, que ce soit nos fournisseurs, nos clients, les gens qui nous prêtent, avec des niveaux bien sûr différents, mais effectivement le risque financier fait partie quelque part du premier risque, et que si jamais il y a des gens qui ne croient pas en nous et qui pensent que l'entrepreneur se projette pas sur l'avenir et ne comprend pas que l'innovation et tout ce qu'on a fait il y a 50 ans et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est assez différent. Et voilà, il faut avoir une vision, et cette vision, il faut arriver à la transmettre, à la partager, parce que tout le monde prend un risque quelque part, et le risque financier fait quand même partie des risques principaux. On a évoqué rapidement des créations potentielles d'emplois. Est-ce que vous trouvez de la main-d'œuvre? Alors ça, c'est le gros problème. C'est le gros problème que le monde patronal vit, pas seulement à Troyes ni dans l'Aube, hein. C'est malheureusement un problème national. On parlait du textile, celui que je connais le mieux, même si au sein d'autres organismes professionnels patronal local, on a tous le même problème. Quelquefois, on se pose des questions s'il reste des chômeurs à Troyes. Et puis après, l'autre question, c'est est-ce que les gens ont envie de travailler? Bon, je vais être un petit peu caricatural. Je suis un peu caricatural, mais c'en est là aujourd'hui. Dans notre métier, la formation, elle est simple. C'est dans les entreprises, il n'existe ni formation initiale, ni formation continue. Il n'existe plus rien. C'est le désert le plus total. Donc, on essaye de remettre en place, avec la directe, avec Pôle emploi, avec la région, quelques formations, et notamment dans nos entreprises, parce que c'est dans les entreprises que les équipements existent. Mais le gros problème, c'est véritablement un problème général, qui dépasse celui qui bloque nos ronds-points aujourd'hui, c'est celui de mettre les gens au travail et de leur démontrer que c'est pas uniquement avec des aides qu'on vit, et que pour les aides, il faut les financer, pour les financer, il faut travailler et d'y créer de la richesse. Et ça, le gros problème, c'est comme ça aujourd'hui. Bon, je pense que vous avez résumé à peu près le sentiment général. Je vais rajouter un mot, si vous permettez. Je voulais dire, en ce qui concerne la région, moi j'étais parfaitement accompagné. Je pense qu'il y a une évolution depuis la région Grand Est par rapport aux régions préalables. Et je crois qu'on a des interlocuteurs, comme on dit, qui suivent parfaitement les dossiers. Je vais faire la parenthèse. En ce qui concerne la formation, vous savez qu'il y a 42% d'entreprises en France qui cherchent du personnel et qui ne le trouvent pas. En fait, le vrai problème, c'est pas d'envoyer les gens en formation. Le président Hollande voulait en envoyer 500 000, c'était une bonne idée. Mais le problème, c'est le contenu de la formation. C'est-à-dire que le décalage, il est entre les besoins des entreprises et ce qui est enseigné. Et c'est au niveau des programmes qu'il y a le plus de travail à faire. Pourquoi? Parce que les programmes qui sont faits sont faits au ministère avec des CPC, donc des commissions paritaires, où les professionnels interviennent. Le seul problème, c'est que les professionnels qui interviennent, ce sont des gens qui émanent des grandes sociétés, à qui on a dit, écoute, tu as fait 20 ans que tu es là, tu n'es plus capable de travailler aujourd'hui à la société, tu vas aller prédire l'avenir au ministère de l'Éducation nationale. Et ça peut pas marcher. Donc le jour où on aura changé les programmes, peut-être qu'on n'aura plus le problème pour trouver du personnel. Alors, plusieurs partenaires publics ou privés interviennent pour accompagner ou financer vos entreprises. Pour faire le lien entre les entreprises et ces partenaires, nous allons accueillir un partenaire du quotidien, Fabrice Schutz, ou Schutz, comme vous voulez. On l'applaudit en tout cas. Alors, Monsieur Schutz, pendant que vous arrivez, vous allez me permettre de vous souhaiter un bon anniversaire, et on l'applaudit pour ça. Merci.
40 ans, c'est pas tous les jours, mais la Caisse d'épargne nous offre l'apéro ce soir. C'est ça que j'ai compris? Avec plaisir. Alors, vous êtes né à Metz, vous êtes ingénieur en informatique industrielle et en télécom, avec un complément en management, de l'organisation et de l'innovation. Votre carrière bancaire a commencé en 2002 pour la gestion de projets au sens large. Assez rapidement, vous êtes passé à l'internationalisation des entreprises, dont votre établissement. Et puis, en clair, pendant 12 ans, vous avez travaillé sur des projets multinationaux et dans les relations banque-entreprise. Depuis 2 ans, vous êtes chargé d'affaires internationales et banquier de réseau pour la Caisse d'épargne. On va donc parler innovation et export, sachant que la Caisse d'épargne, c'est votre employeur, mais on peut dire vous parlez au nom du service du système bancaire. Exactement. Les chefs d'entreprise qui veulent se développer, innover et exporter, ont-ils chacun des préoccupations ou est-ce qu'il y a des obstacles communs à tous? Alors, les maîtres mots ont été cités. J'ai noté notamment la notion de diagnostic, qui va être, par exemple, on a parlé du diagnostic export. Il est bon pour une entreprise de connaître ses forces et également ses faiblesses. Donc, toute entreprise a évidemment des choses à mettre en avant, soit des produits ou des services. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ce soir, le panel est assez large, puisqu'on a à la fois des sociétés industrielles et des sociétés qui sont plus des sociétés de services. Mais j'ai envie de dire que les recettes sont les mêmes. Avoir un produit et un service, oui, mais adapté à chaque marché. Je vais en parler plus longuement tout à l'heure. Je pensais notamment à la partie viticole. Est-ce que les produits qui seront adaptés au marché, par exemple, espagnol, seront les mêmes qui sont adaptés au marché français? Donc, une entreprise, avant de se lancer à l'export, elle doit se poser la question de l'adéquation entre le produit, le service qu'elle commercialise et le besoin des consommateurs finaux. Alors, dans le même ordre d'esprit, travailler à l'international, ça signifie qu'on doit évoluer à plusieurs niveaux, transfrontaliers, on l'a entendu tout à l'heure, Europe, pays occidentaux, pays émergents, Asie, Chine comprise, ou faut-il penser marché, j'ai un produit, je le vends sur le marché? Alors, moi, je pense toujours qu'il faut d'abord penser marché. Je disais que beaucoup de choses ont été dites tout à l'heure. On a parlé de logistique. Il faut se poser la question de la logistique. Si mon produit pèse 1 tonne, forcément, le coût du transport jusqu'en Asie sera beaucoup plus important que le coût du transport jusqu'en Allemagne. Après, il faut se poser la question, est-ce que ce produit est adapté au marché, à la demande allemande ou à la demande asiatique? Donc, évidemment, je parlais vraiment de la notion des forces en présence dans l'entreprise, mais il y aura aussi vraiment la question à se poser, qu'est-ce que je peux faire pour rendre mon produit, mon service adapté au marché que je vise? Alors justement, est-ce que quand on pense international, on doit penser innovation? J'ai envie de dire que... En tout cas, à notre époque. Exactement, un ne va pas sans l'autre. L'international, c'est à la fois l'import et l'export. On parle beaucoup d'export, mais c'est aussi acheter, faire du sourcing, on en a parlé. Faire du sourcing à l'international, ça veut aussi dire acheter en transfrontalier dans un pays limitrophe. L'international, ça veut aussi dire qu'aujourd'hui, la concurrence est forcément locale, domestique, c'est-à-dire française, mais elle est aussi surtout internationale. Donc, l'idée, c'est d'être en veille permanence, et qui dit veille dit forcément innovation. Alors, ça va être différents types d'innovation, on va en parler plus tard. Ça va être de l'innovation incrémentale ou de l'innovation de rupture, quand on a vraiment besoin d'apporter une nouveauté sur un marché. Alors, vous m'avez dit déplorer que les entreprises viennent toujours trop tard. Souvent. Et oui, c'est mon leitmotiv. Alors moi, j'ai la chance d'avoir travaillé longtemps auprès des entreprises. Aujourd'hui, je parle pour la banque d'entreprise. Avant, je travaillais dans l'entreprise banque. Donc dans l'entreprise, il y a plein de profils différents. Il y a des commerciaux, il y a des experts en commerce international comme moi. On travaille, on essaye de travailler en tout cas de concert. Et en effet, souvent, j'ai un coup de téléphone de chefs d'entreprise ou de directeurs financiers qui me disent écoutez, j'ai 30 jours de retard, je n'ai pas été payé, qu'est-ce que vous pouvez faire, est-ce que vous pouvez contacter? Oui, c'est quand il y a un problème qu'on vous appelle. Ouais, on vient souvent nous voir un petit peu trop tard. Donc c'est pas un vœu pieux, l'idée c'est de travailler le plus tôt dès la genèse des projets pour en parler. Vous avez parlé
des pays. On a aussi une force de conseil. On a une certaine expérience des autres entreprises, donc on pourra de prime abord éliminer certains pays ou donner des conseils pour éviter les risques inhérents à ces pays. Alors depuis plusieurs mois maintenant, on est dans le Grand Est et votre banque met en œuvre ce qu'elle appelle Grand Est Développement, déjà opérationnel en Alsace. Ça consiste en quoi ? Oui, tout à fait. Alors là, on est sur sur un soutien qui va plus loin que l'innovation et que l'export. On est vraiment sur une problématique haut de bilan. Donc en fait, la Caisse d'épargne, dans son pool de solutions bancaires, a créé donc cette nouvelle entité qui existait déjà, mais qu'il a élargie sur la grande région. Donc avec des ingénieurs financiers, oui, dont le métier est vraiment d'accompagner l'entreprise dans son développement intrinsèque via des prêts moyen long terme pour vraiment booster le haut de bilan et permettre à l'entreprise de se développer. Alors je vais peut-être vous faire mal au cœur, mais on dit tout le temps que les banques sont très frileuses pour aider les entreprises, qu'elles tiennent les sous, qui sont nos sous d'ailleurs. Est-ce que votre action, et peut-être celle de vos confrères banquiers, est très interdépendante de l'action des institutions qu'on va recevoir dans une minute? Est-ce que c'est parce que eux prêtent ou donnent que vous suivez? Bien sûr. D'ailleurs, je salue leur action. On en a parlé. Une entreprise n'attend pas une aide, quelle qu'elle soit, ni un financement. Mais par contre, il est important pour un banquier, quand on nous présente des dossiers, de voir que des partenaires ont investi dans l'entreprise, ont investi souvent dans la personne du chef d'entreprise, donc du porteur de projet. Et nous, clairement, dans nos ratios, on a toujours été très contrôlés depuis la crise de 2008. Les banques ont un vrai travail de contrôle dû à nos organismes de tutelle. Et en effet, quand on voit une entreprise qui a des fonds propres suffisants, ça nous permet, nous, en interne, de nous battre aux côtés du chef d'entreprise pour présenter son dossier, évidemment. Sur ces mots, on va vous applaudir tous les 5. Vous laissez vos micros, vous regagnez vos places. Merci. Alors, puisque nous évoquons le financement du développement des entreprises et la prise de risque, nous allons recevoir 2 représentants d'un organisme propre à rassurer les entrepreneurs, à savoir la Banque publique d'investissement, la BPI. Le premier d'entre eux sera Reynald Renson, qu'on applaudit aussi. Allez où vous le sentez. Monsieur Renson, vous êtes ardennais, vous êtes titulaire d'une maîtrise de biologie cellulaire. Ne touchez surtout pas au micro, ils sont réglés. Ce qui vous a conduit, dans la chimie, puis dans l'agroalimentaire, avant de passer dans la formation des formateurs au métier d'industriel. En 2000, vous avez rejoint la BPI pour vous occuper de l'innovation essentiellement en Champagne-Ardenne et pour tous les secteurs d'activité. Alors, votre équipe, si j'ai bien compris, rend visite chaque année à près de 300 entreprises, c'est ça? C'est l'équipe ou c'est chaque intervenant? Oui, ça marche. Ça fonctionne, oui, merci. Bonjour à tous, merci pour cette invitation, c'est toujours très plaisant. C'est Laïla qu'il faut remercier. On peut applaudir Laïla, d'ailleurs, qui a bien travaillé. De ces entreprises, il ressort de 70 à 100 dossiers d'innovation. Dans quel secteur? Alors effectivement, je reviens sur la première remarque que vous avez faite, qui est de dire que mes 2 collaborateurs, donc Flore et Sarah, je pense que la plupart des industriels et des chefs d'entreprise les connaissent, font effectivement à peu près 300 visites d'entreprise en face à face. Ça veut dire chacun ou à 2? À 2. À 2. Ça veut dire que le métier commence par là. Commence par détecter les besoins et avoir une proximité vraiment concrète en fin de compte avec les chefs d'entreprise et s'informer au plus près de l'actualité en fin de compte importante pour leur développement stratégique. Et dans quel secteur? Est-ce que c'est tout secteur ou est-ce que vous ciblez quand même un peu? Alors, on a différents dispositifs, notamment avec les différents partenariats qu'on peut avoir avec l'État et les régions, où on suit quelques politiques de développement économique, des politiques publiques qui peuvent être des axes qui correspondent à la grande région en l'occurrence. Donc, effectivement, sur certains dispositifs, nous avons des priorités, on va dire, mais ces priorités, ce qui est intéressant, c'est que ces priorités-là n'écartent pas, ne marginalisent pas toute autre initiative qui serait prise par des chefs d'entreprise. Et du côté plus autonome en termes de gestion budgétaire chez BPI France, on est suiveur de tout projet.
sans distinction, en souhaitant que les ressources qu'on va leur allouer, qu'elles soient financières ou en termes plus opérationnels sur la forme d'accompagnement, qu'elles structurent et qu'elles facilitent en fin de compte la prise de risque, de manière à dérisquer au maximum le développement de ces différents projets. Alors, puisque vous parlez d'innovation, est-ce que notre région est inventive ? Extrêmement inventive. Alors, pour tout vous dire, il se trouve que actuellement, on est en train de faire un point avec mon directeur régional qui s'appelle Grégory Givon sur l'activité 2018. Et c'est un très bon cru. Un très bon cru pour la partie industrie, on va pas dire lourde, mais en tout cas sous-traitance mécanique du domaine du transport ou de l'agroalimentaire, toute cette sous-traitance. Et puis des startups, des très belles startups qui aujourd'hui sont beaucoup plus, je dirais, pertinentes sur la visibilité marché qu'elles peuvent nous montrer, de manière à être plus sur un développement orienté marché, ce qui n'était pas tout à fait le cas il y a quelques années. Alors justement, est-ce que on a utilisé le mot tout à l'heure, est-ce que vous aidez à l'innovation ordinaire, c'est-à-dire une évolution, on améliore, ou est-ce que vous préférez l'innovation de rupture ? Encore une fois, c'est selon. C'est du tout venant. Malgré tout, c'est pas encore complètement public, mais on va appuyer assez fortement sur la partie innovation de rupture, sur la partie en 2019, avec de nouveaux dispositifs structurant les startups notamment qui s'engagent sur ce segment-là. Et quelle est la part de startups dans votre activité ? Il y en a beaucoup ? J'ai envie de dire un 15-20%, je pense, de nos interventions sont chez les startups. Est-ce que vous aidez les entreprises à partir d'une enveloppe globale, on vous dit, votre patron vous dit tu as tant pour l'année, ou est-ce que vous arrivez à mettre le paquet carrément en fonction d'un projet ? Je pense qu'on trouvera toujours une solution pour... en fin de compte, de manière générale, il y a plus de ressources financières que de projets. Je pense que c'est important. Le job aujourd'hui, il est évidemment de gérer une enveloppe qui est annuelle, mais il est plutôt sur des régions comme la Champagne-Ardenne. Il consiste plutôt à repérer les initiatives des chefs d'entreprise. Donc, pour être plus clair dans ma réponse, oui, je gère une enveloppe sur la partie innovation, mais on trouvera toujours une solution de financement pour un beau projet. Quels sont vos critères de choix ? Parce que vous ne pouvez pas donner l'argent comme ça à n'importe qui. Est-ce qu'il y a des critères très précis ? Ce sont des critères de risque qui font notre expérience depuis une trentaine d'années, j'ai envie de dire. Mais on a quand même de plus en plus... on s'oriente aussi sur les différents pans d'analyse risque des projets, sur le caractère du chef d'entreprise. Oui, donc vous avez vos critères, mais il faut que ça soit discuté avec le chef d'entreprise pour décider. Bien entendu, vous pouvez avoir sur un papier un projet qui va coûter, je sais pas, 3 millions d'euros. Un second projet sur le même thème, même thématique d'innovation qui coûtera 3 millions d'euros. Ce sont les mêmes projets sur le papier, mais lorsqu'on rencontre le chef d'entreprise, c'est pas la même chose. C'est A et B. Oui. En 2019, la BPI va se lancer dans la Deep Tech. La Deep Tech, c'est quoi ? Voilà, c'est la remarque préalable que je vous faisais, c'est des innovations de rupture. C'est-à-dire que ce sont des efforts de développement scientifique, on peut dire, qui traduisent les efforts qu'on peut faire pour transférer des projets des paillasses des écoles d'ingénieurs ou universitaires pour les transférer sur le domaine de l'entreprise. Alors votre confrère s'appelle Mourad Chouika, il va nous rejoindre, on l'applaudit aussi. Alors Mourad, pendant que vous arrivez, je dirais que vous êtes franc-comtois, vous avez 27 ans, vous êtes titulaire d'un master en commerce international et d'un autre en banque et finance. Vous avez d'abord travaillé dans un groupe allemand comme chargé d'affaires en Afrique francophone au service du traitement de l'eau, puis vous avez rejoint une banque et en février dernier, la BPI, donc en 2018, c'est bien ça ? Et aujourd'hui, vous êtes donc chargé d'affaires internationales à l'échelle de la Champagne-Ardenne. On sait que la région est bonne élève en matière d'exportation. Alors, hormis l'agroalimentaire et la viticulture, quels sont les domaines qui fonctionnent bien ? Alors, bonjour à tous et à toutes. Merci à la CCI d'avoir organisé cet événement, Leïla Difala notamment. Je préfère que vous me répondiez, vous direz tout ça après. Ouais, je peux. Alors, au-delà de la viticulture et de l'agroalimentaire,
l'industrie. Notamment sur l'assurance prospection, et il y a pas mal d'entreprises justement présentes aujourd'hui qui ont bénéficié de l'assurance prospection. Donc non, il n'y a pas que le Champagne, même si le Champagne. Quel secteur autre? L'industrie. L'industrie, mais c'est large, ça. Est-ce que vous pouvez préciser un tout petit peu? L'industrie automobile. Après, comme Carbonex aussi a pu en profiter, il y a ici aussi C10 qui a pu en profiter sur l'automobile. Donc l'industrie en général sans distinction. Sans distinction, exactement. Est-ce que vous avez identifié des secteurs en développement à l'international, ou alors que vous aimeriez voir se développer? Alors, il y a un enjeu particulier sur l'international. Aujourd'hui, c'est le Champagne qui porte la région en matière d'export. Donc aujourd'hui, elles prennent conscience, le marché domestique s'essouffle un petit peu. Donc les vignerons ont cet enjeu-là de se développer à l'export. Donc elles nous sollicitent de plus en plus via l'assurance prospection. Donc c'est un enjeu primordial pour les maisons de champagne et pour les vignerons. Et dans le reste de l'activité, est-ce qu'il n'y a pas des petits secteurs qu'il faudrait pousser un peu? Oui, ensuite, bien entendu, il y a l'industrie et l'agroalimentaire qui bénéficient toujours de l'assurance prospection. Donc voilà. Après, sur l'assurance prospection, on est ouvert à tout secteur d'activité. Donc, quel est votre mode de fonctionnement? Est-ce que c'est vous qui allez vers les entreprises, comme votre collègue, ou ce sont les entreprises qui viennent à vous? Alors, il y a un peu des deux. Aujourd'hui, on bénéficie, et c'est la volonté de l'État de créer un guichet unique avec la Team France. Donc j'ai la possibilité d'accompagner la CCI ou Business France à des rendez-vous. On qualifie ensemble des entreprises qui ont un besoin d'accompagnement sur le développement à l'export. Donc ça peut être qualifié par la CCI ou par la région même, ou Business France, mais aussi par mes collègues. On travaille en transversalité sur l'innovation avec Rénal ou le cofinancement, mais aussi avec nos partenaires bancaires, parce qu'on propose également des produits en collaboration avec des partenaires bancaires. Donc c'est tout un écosystème qui est présent aujourd'hui, uni pour accompagner et aider les entreprises françaises. Et alors quel type de solution vous apportez? C'est de l'aide intellectuelle, si j'ose dire, ou c'est aussi du financement? Alors du côté de BPI France, c'est surtout du financement. Bien entendu, on est là aussi pour qualifier la pertinence du projet, voir si l'entreprise est arrivée à maturation et est prête à se développer à l'export. Et ensuite, on intervient à un point de vue financier. Et ensuite, en fonction de la maturité et du statut de l'entreprise, on a un panel de solutions, un continuum de solutions qu'on peut proposer à l'entreprise. Est-ce que tous les deux, quand vous prêtez des sous, ou quand vous prêtez des sous, est-ce que vous êtes prêt à aller au risque maximal, c'est-à-dire de perdre votre prêt si le projet n'avance pas? Alors, c'est fait pour ça. L'assurance prospection, aujourd'hui, le produit comme il est construit, on garantit 65%. Donc, l'entreprise constitue son budget de prospection. On garantit 65%. En gros, c'est la part d'indemnité que l'entreprise perçoit. Et en cas d'échec, l'entreprise ne rembourse que 30% de l'indemnité. Donc, ça montre à quel point aujourd'hui on est prêt à accompagner les entreprises. À vous investir, c'est le cas de le dire. Vous travaillez aussi bien pour l'exportation simple de produits ou aussi pour l'implantation de filiales à l'étranger? Alors, on intervient sur la prospection. Ensuite, on a un panel de solutions pour protéger les entreprises d'un point de vue des transactions, mais aussi sur l'implantation des filiales. On peut garantir l'implantation à 50% contre le risque économique. Donc aujourd'hui, si une entreprise met 1 million d'euros sur l'acquisition d'une entreprise étrangère, nous on peut garantir à 50% contre le risque économique, mais aussi contre le risque politique. Oui, parce qu'il y a des pays à risque quand même, ouais. Comme la Syrie en ce moment, par exemple. Là, vous n'iriez pas. Sûr, pardon. En Syrie, vous n'iriez pas? Non, ça fait partie des pays exclus de la politique d'assurance crédit, donc on va éviter. Alors, on l'a entendu tout à l'heure, la concurrence internationale est féroce. Est-ce que nos petits Français, on dit toujours qu'on ne sait pas exporter. Est-ce qu'on sait exporter, ou alors qu'est-ce qui nous manque?
Malheureusement aujourd'hui on sait exporter, sauf que c'est une minorité, une niche d'entreprises qui exportent bien. Les grands groupes savent exporter, mais aujourd'hui quand on se compare aux Allemands ou aux Italiens même, et puis les chiffres de la balance commerciale le montrent, 30 milliards de déficit, plus de 30 milliards de déficit, c'est aujourd'hui on fait pas assez, on fait pas le nécessaire pour justement être excédentaire. Donc oui, donc ça veut dire qu'on a des lacunes dans les esprits ou dans les produits. C'est plutôt dans les esprits. Les produits sont là. On le rencontre ensemble avec des rendez-vous sur l'innovation. Il y a des produits vraiment innovants, à forte valeur ajoutée, mais derrière on a peur de l'export. Parce qu'on parle pas anglais, parce qu'on connaît pas le mode de fonctionnement, enfin la culture locale. Tout ça peut s'apprendre et normalement. Tout ça peut s'apprendre. Il suffit de se staffer. Aujourd'hui, il y a des dispositifs. Il y a aussi des agences présentes comme Business France, la CCI, qui sont là pour apporter tout ce support. Donc voilà. Je repose la question que j'ai posée tout à l'heure. Est-ce que votre action est interdépendante des autres institutions? Est-ce que vous attendez que les autres bougent pour bouger? Tous les deux? On est un vrai réseau, c'est-à-dire que je pense qu'on se connaît vraiment de gré à gré, de personne à personne, et les informations marchent très bien. On est tout à fait... on travaille tous ensemble, on est complémentaires sur nos dispositifs. Oui, et donc tout le monde avance en même temps, on va dire. Vraiment, ouais. Vraiment. Banque publique d'investissement, quel retour sur investissement vous attendez des entreprises? Qu'elles progressent, qu'elles se développent. Et qu'elles n'aient plus besoin de vous, finalement. J'espère. On fait tout pour. On fait tout elle pour aura nous toujours besoin de nous. professionnaliser. Elle aura toujours besoin de nous. Bien, à côté de vous, il y a certains acteurs privés qui peuvent apporter leur concours pour le développement et l'innovation dans les entreprises. Tel est le cas de F Initiativas, si je dis bien, qui est une société nationale de conseil créée en 2004 par Frédéric Boutet, dont le siège est à Paris, mais avec des implantations dans 8 grandes villes de France et à l'étranger, soit 800 personnes, dont 300 dans notre pays. Son activité tourne essentiellement autour de l'innovation, de la recherche et développement et des financements associés. Et pour nous en parler, nous accueillons Antonin Bonello, qu'on applaudit bien fort. J'ai dit bien fort. Parce que mettez-vous à leur place. Tout à l'heure, certains m'ont dit on a peur d'aller là. Donc, il faut les encourager. Alors, vous avez 28 ans. Vous êtes diplômé de technique de commercialisation et de management commercial. Vous avez d'abord œuvré dans l'intérim et puis vous avez rejoint Initiativas, c'est bien Initiativas, F Initiativas, oui. Il y a 3 ans. À qui vous vous adressez et pour faire quoi? Alors, bonjour à tous. Nous, on s'adresse à tout type de société en termes de taille. Donc, ça va de la start-up à la société du CAC 40. Toutes les sociétés qui vont proposer ou développer des activités soit d'innovation, soit de recherche et développement. Et on va, pour 90% de notre activité, les accompagner sur les dispositifs crédit impôt recherche et crédit d'impôt innovation. Donc, si je comprends bien, vous n'êtes pas des financeurs, vous ne donnez pas d'argent. Exactement, on n'est pas des financeurs, on vient finalement accompagner les sociétés pour qu'elles puissent récupérer des sommes qu'elles ont déjà engagées. Donc là où les années précédentes, on peut remonter jusqu'à 3 ans, dans des projets, encore une fois, de R&D ou d'innovation. Les entreprises ont-elles intérêt à bénéficier d'aides de BPI ou d'autres, ou du crédit d'impôt? Qu'est-ce qui est le plus intéressant à vos yeux? Alors, ces 2 types d'aides sont cumulables. Alors, ça dépend. Pour ce qui est des aides BPI, vous le direz mieux que moi, mais il y en a 3 types. On va avoir des subventions, des prêts à taux zéro et des avances remboursables. Il faut savoir que les subventions obtenues auprès de BPI sont déductibles de l'assiette de dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche. Mais finalement, une subvention de BPI vient financer de l'ordre de 40 à 60% des investissements, là où le crédit d'impôt recherche vient financer 30%. Oui, j'ai rien compris, mais de toute façon, vous pouvez dire aux chefs d'entreprise que vous rencontrez, allez plutôt par ci, allez plutôt par là, de façon à ce que ce soit optimisé. Votre rôle, c'est ça, c'est l'optimisation. Alors, l'optimisation, je ne sais pas si on peut utiliser ce terme, mais en tout cas, maximiser ce à quoi une société a le droit en termes de crédit d'impôt.
Le but des sociétés comme la nôtre, c'est finalement d'avoir une connaissance du dispositif crédit d'impôt, recherche, innovation, et de pouvoir dire à une société, voilà, cartographier un peu les activités qui ont été faites les années antérieures et dire, voilà, vous avez le droit à tant de crédit d'impôt, et tel projet sont éligibles, là où une société qui va faire son crédit d'impôt elle-même va pas forcément valoriser ce type de projet. Alors j'ai déjà entendu dire, en dehors de cette manifestation, certaines entreprises qui disent bah, « moi je ne demande rien parce qu'on va me tomber dessus pour un contrôle fiscal ». Comme vous êtes rémunéré sur le crédit d'impôt, quel est votre lien avec Bercy? Vous dénoncez personne? Non. Il faut savoir que déjà le contrôle n'est pas automatique. Effectivement, une société qui pour la première fois va faire une demande de crédit d'impôt va finalement allumer les lumières rouges des vérificateurs, des contrôleurs des impôts. Maintenant, le but, en tout cas de notre accompagnement, c'est non pas uniquement de valoriser le crédit d'impôt d'une société, mais bien entendu d'aller le sécuriser en rédigeant toute la documentation technique qui est obligatoire en cas de demande de l'administration, voire de pouvoir garantir ces montants. C'est une offre qu'on a développée depuis le début d'année. Mais quel est le volume d'activité d'entreprises comme la vôtre? Alors, on représente en France 3000 à 3500 clients. Donc, toutes des entreprises? Donc, pardon? Vos clients, ce sont toutes des entreprises? Bien sûr, oui, tous des entreprises. Pour 600 millions d'euros de CIR obtenus pour le compte de nos clients, sur une enveloppe globale de l'État qui est d'environ un peu plus de 6 milliards d'euros. Dans votre domaine, comme partout, la concurrence est très active. Alors, je ne sais pas qui sont vos concurrents, il y a sûrement des entreprises comme vous, il y a peut-être les experts comptables aussi, il y en a peut-être d'autres. Oui. Quel est votre plus? Alors, de par la taille de notre structure, 300 personnes qui sont exclusivement dédiées justement à ces crédits d'impôt, et depuis 15 ans, on va avoir une connaissance du niveau d'attente de l'administration, là où un cabinet récent qui finalement n'a pas trop de visibilité sur les contrôles fiscaux, parce qu'on en a plus de 400 en cours, on va avoir ce niveau d'expertise pour savoir exactement ce qu'attend l'administration. Et au-delà de ça, on va avoir des garanties financières, un service de juriste et de fiscaliste, ce que certains concurrents ou certains cabinets ne peuvent pas proposer. Alors, à côté des techniciens, que je me permets de vous qualifier de techniciens, il y a les politiques, à commencer par Isabelle Héliot-Couronne, que nous applaudissons bien fort. Alors, madame, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes cadre supérieur d'une entreprise privée, mais aujourd'hui, vous êtes avec nous en votre qualité d'élu de Troyes, et plus encore de conseillère régionale du Grand Est, présidente de la commission Innovation et Développement économique. Alors justement, en résumé, quelle est la politique économique du Grand Est ? Bonjour à toutes et à tous. Déjà, j'ai un peu l'impression d'être l'intruse, parce que pourquoi 10 intervenants, une seule femme, je trouve que c'est un peu juste quand même, pardonnez-moi. Mais si vous voulez, chez nous, en région Grand Est, très clairement, l'économie, l'innovation, l'ESS, c'est vraiment une affaire de femmes, parce que l'emploi également, en tant que VP, en tant que présidente de commission, nous ne sommes que des femmes à ces postes-là. Non, trêve de plaisanterie. Alors, on va le dire à Laïla, parce que c'est elle qui a choisi le panel. Et il se fait que c'était comme ça. Tout simplement, il y a pas tout à fait. Mais je le signale quand même, parce que l'économie, c'est aussi... Donc l'année prochaine, on recommence exactement comme ça, mais il n'y aura qu'un homme. Oui. Donc, je vous demandais, quel est l'esprit politique général en économie et en innovation chez vous? La région Grand Est, qui est une région très industrielle, deuxième région industrielle de France, 18% des emplois sont des emplois industriels, avec un tissu économique très varié selon les territoires, mais pour autant avec dans chaque région une véritable histoire de l'industrie. Il est donc important pour nous de travailler sur la transformation, la mutation de l'industrie, de travailler sur ces transitions, qu'elles soient numériques, qu'elles soient écologiques, qu'elles soient environnementales. Et donc, pour nous, l'innovation est vraiment au service du développement économique. C'est vraiment la façon dont nous concevons les choses, dont nous avons
bâti notre stratégie. Une stratégie basée sur des financements, un accompagnement financier des entreprises, mais surtout une stratégie basée sur de l'ingénierie et de l'accompagnement des entreprises, sur de l'expertise, du conseil, du coaching, très exactement. Donc si je dois préciser, vous ne travaillez que pour l'industrie? Non, nous ne travaillons pas que pour l'industrie. L'artisanat est également très accompagné et très soutenu, mais toujours avec cette volonté de vouloir aller de modernisation, de mutation, et toujours ce lien avec l'innovation. Il faut savoir que la région Grand Est, on a beaucoup de retard en R&D. La R&D représente 1,7% du PIB, quand on devrait presque... il est recommandé d'atteindre les 3%. Et surtout, j'ajoute, quand nos amis allemands sont à 5,5%. Et quand on est une région avec 40% des frontières françaises, 750 km de frontières de la pointe de Givet jusqu'à Saint-Louis, dans le sud du Haut-Rhin, très clairement, on ne peut pas faire abstraction de ce qui se passe juste de l'autre côté de la frontière. Alors justement, si mes chiffres sont bons, vous avez en poche 70 millions d'euros. Est-ce que vous ciblez ou est-ce que vous saupoudrez? Même 80 millions. Allez, 80. Ouais. Mais est-ce que vous ciblez ou est-ce que vous saupoudrez? Ah non, on saupoudre surtout pas. On travaille par rapport aux filières qui sont des filières très fortes du territoire. On est aussi un territoire agricole très important, ce qui fait que l'agroalimentaire, la bioéconomie sont également, et la bioéconomie, c'est l'économie de demain également. Surtout dans la région. Voilà, tout à fait, surtout dans notre territoire. Ça fait vraiment partie de l'ADN de la région. C'est un marqueur fort. Et donc, cet agroalimentaire est accompagné. Tout ce qui est, on l'a évoqué tout à l'heure, l'industrie automobile, l'aéronautique, tout ce qui est filière de santé, que ce soit en termes de medtech, que ce soit on est pas très loin d'ici, sur le territoire de Chaumont en Haute-Marne, il faut savoir que les prothèses de hanches notamment, 80% environ des prothèses de hanches mondiales sont fabriquées en Haute-Marne. Donc ça veut dire que toutes ces filières doivent être vraiment accompagnées. Et puis bien sûr la viticulture, parce que chez nous c'est le champagne, mais il ne faut pas oublier non plus en Alsace les vins d'Alsace, et en Lorraine on a aussi des élixirs très intéressants. En complément de votre réponse, puisque vous l'avez évoqué, est-ce que vous travaillez plutôt par secteur et par filière ou en fonction d'un projet d'une entreprise? Ou les deux? Non, les deux, c'est-à-dire qu'effectivement, on a des filières qui sont plus fléchées, mais on ne s'interdit pas non plus de regarder des projets qui permettent effectivement de pouvoir booster le tissu économique. Et puis, aussi, nous, on a une véritable stratégie, c'est de travailler non pas en concurrence d'une filière sur une autre ou d'un territoire vers un autre, mais véritablement en complémentarité. Pour nous, ce qui prime, c'est le réseau, c'est travailler en réseau, que ce soit en termes de type d'activité, en termes de thématique, en termes de territoire. Ce qui est intéressant, il faut bien le comprendre dans cette région Grand Est, c'est l'agrégat de 3 régions qui ne travaillaient pas forcément ensemble, qui même se regardaient pour certaines avec un œil un peu inquiet, et finalement ça fonctionne plutôt bien parce qu'on s'aperçoit que certaines entreprises se sont trouvées, de par notamment les salons que nous proposons, puisque maintenant nous un terme que l'on aime bien, c'est chasser en meute. Nous chassons en meute sur les salons internationaux, c'est-à-dire que nous accompagnons les entreprises plutôt qu'elles exposent chacune de leur côté sur des salons. De même pour les missions collectives en dehors des salons, c'est vraiment toujours cet esprit de travailler en complémentarité, en réseau pour montrer cette diversité, cette richesse de notre tissu économique. Quels sont les critères d'éligibilité d'un projet ou d'une aide de votre part? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce que c'est vraiment, par exemple, de l'aide positive? C'est-à-dire on aide parce qu'on sait que ça va réussir? On aide déjà parce qu'on y croit, parce que on a de l'audace.
Et ça, je crois que c'est important aussi. Alors, il y a une prise de risque, mais la prise de risque, elle est surtout chez le chef d'entreprise. Encore une fois, la région, elle est là pour faciliter, elle est là pour accompagner, pour créer les conditions du développement économique. Mais je pense qu'il y a toujours cette part de risque, mais cette part d'audace que si nous n'avons pas, si le chef d'entreprise ne prend pas, ça ne peut pas fonctionner. Et innover et partir à l'export, aller conquérir de nouveaux marchés, c'est automatiquement prendre un risque et avoir de l'audace. Mais si on n'a pas cette audace, on ne peut pas être compétitif et le tissu économique ne peut pas se développer. Quelle est l'articulation du Grand Est avec ces messieurs ? Est-ce que c'est vous, un peu à la région, les coordinateurs de tout ce qu'ils font ? Non, on peut pas dire qu'on est coordonnateur. Nous avons encore une fois un certain nombre, non pas de dispositifs, parce que je trouve que c'est trop administratif. Nous, on aime plutôt parler de politique régionale qui définissent notre stratégie. Et après, effectivement, en complément, c'est ça qui est intéressant. On a, par exemple, un partenariat très fort avec BPI, on a un partenariat très fort avec CCI, avec les CCI. On travaille beaucoup avec Business France également pour la partie export. Donc on est vraiment tous dans ensemble. Cette, voilà, absolument. Dans la et je pense dynamique que collective. c'est ce qui permet aussi d'afficher un front commun vis-à-is des chefs d'entreprise qui ont besoin, encore une fois, de se sentir soutenus. Et j'ai beaucoup apprécié lors de la première table ronde tous ces chefs d'entreprise dynamiques qui nous disaient les accompagnements financiers, les subventions, c'est un plus, mais on va pas forcément les chercher. C'est pas ce à quoi on pense. Premier, mais... Voilà, c'est simplement ce qui permet d'enrichir, on va dire, le projet. Notre dernier invité est aussi notre hôte, c'est Sylvain Convert, qu'on applaudit lui aussi. Alors, en dehors de son titre de président, il est spécialiste de la logistique internationale et donc président de CCI International Grand Est, entre autres mandats, parce qu'il y en a d'autres. Alors, les chambres de commerce ne sont pas des financeurs, contrairement à nos invités précédents. Alors, du coup, quel est votre rôle ? Eh bien, effectivement, nous ne sommes pas financeurs, mais notre rôle est d'accompagner les entreprises dans toutes les phases de leur développement, depuis la création jusqu'à leur développement et notamment à l'international, avec un fonctionnement qui est relativement spécifique aux chambres consulaires, puisqu'elles sont constituées d'élus, d'une part, élus par les chefs d'entreprise, élus par leurs pairs, et de permanents qui mettent en œuvre la stratégie déterminée par les élus. Alors, a priori, on se dit que vous bichonnez tous vos ressortissants, mais quand même, est-ce que vous poussez certains secteurs qui seraient plus à même de se développer ? Alors oui, effectivement, on bichonne tous nos ressortissants et toutes les entreprises, qu'elles soient des entreprises de services, de commerce et notamment de commerce de centre-ville et des entreprises industrielles, voire même des entreprises à connotation agricole mais qui ont une fonction commerciale. Mon goût personnel serait de pousser davantage à l'exportation toute entreprise qui veut aller dans ce domaine-là. S'agissant justement de l'international, quelle est l'attente des CCI ? L'attente des CCI, l'espoir. Je retourne, oui, plutôt l'espoir, parce qu'autrement je retourne un petit peu la problématique. L'attente de la CCI, c'est de répondre aux attentes des entreprises. Il n'y a pas de cible particulière. Notre accompagnement se fait à tout niveau et sur toute sollicitation. Alors, si je viens vous voir, je suis exportateur potentiel, parce que ceux qui savent déjà, mais n'ont peut-être pas besoin de vous, mais je veux exporter, je viens vous voir, qu'est-ce que vous faites ? Vous me renvoyez vers ces messieurs dames ou est-ce que vous me prenez en main ? Déjà, on va vous écouter votre projet, écouter la cohérence de votre projet, rechercher l'adéquation marché-produit et notamment par rapport à votre zone potentielle de marché et ça a été évoqué tout à l'heure par rapport au coût d'approche aussi sur ce marché. Une fois qu'on aura déterminer avec vous la cohérence de votre projet, à ce moment-là, on ira chercher nos autres partenaires, on vous mettra en relation avec tous les autres partenaires de l'exportation pour réussir au mieux. Les grandes régions ont été créées, on va dire quoi, il y a 2-3 ans. Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre vision de l'économie ou dans l'action de l'économie ? Ça a changé la dimension.
surtout sur la partie internationale. Sur la partie internationale, nous étions organisés sur une CCI internationale Champagne-Ardenne. Il en existait une en Lorraine, il en existait une en Alsace. Nous avons créé une CCI internationale Grand Est. Donc c'est une dimension différente. Je dirais la particularité de notre secteur, c'est que Champagne-Ardenne était une région qui avait une balance commerciale positive, et on intègre une région Grand Est qui a une balance commerciale positive. Donc c'est assez favorable. Pour préciser, parce que je voudrais quand même parler un petit peu de l'industrie aussi, qui est notre sujet aussi aujourd'hui. Notre fonctionnement sur l'industrie est beaucoup plus territorial. Il est au sein de chacune des chambres de commerce, dans une cohérence régionale de grandes lignes d'activité, mais nous disposons de collaborateurs spécialisés dans le domaine de l'industrie dans chacun des territoires. À vous, madame, et à vous, président. Le nouveau gouvernement de monsieur Macron, je dis le nouveau, mais c'est déjà depuis pas loin de 2 ans, a dit vouloir orienter l'épargne des Français vers, justement, les domaines qui vous préoccupent. Est-ce que vous sentez les effets de cette politique dans votre action régionale? Faites une drôle de tête. C'est une excellente question. C'est une excellente question. Non, je pense que c'est très bien, mais on n'en sent pas encore les. Donc vous fonctionnez avec vos propres sous et non pas avec ceux de. Ah oui, très de clairement. Macron. Là, oui, ça je vous le confirme. Et on dit aussi que le Made in France a bonne réputation, mais nos standards d'innovation et de qualité sont-ils suffisants pour exporter? Et là, vous pouvez tous répondre. Moi, personnellement, je dirais que nos standards sont tout à fait à la hauteur. Ce qu'il manque vraiment, et ça a déjà été évoqué, c'est difficile des fois de parler le 10e dans une assemblée. Oui, mais on garde toujours le meilleur pour la fin. C'est le dynamisme, l'envie, la volonté de faire. Je pense que la compétence existe, la compétence industrielle, la compétence des produits existe, et on le voit en prenant le problème, en regardant la question davantage. La France est un pays dans lequel s'implantent un certain nombre d'entreprises internationales, qu'elles viennent d'Asie ou qu'elles viennent d'Amérique Nord, tout simplement par la capacité d'innovation qu'elles peuvent trouver dans un pays comme le nôtre. Et c'est un point positif qui écrase largement le coût d'élaboration de nos produits. Alors vous, madame, vous allez dire que je parle souvent de lui, mais début novembre, monsieur Macron est venu en tant que président de la République dans le Grand Est et il a sillonné la région. Pour le centenaire de l'armistice, il a rencontré en marge de cette manifestation un certain nombre d'acteurs économiques. En étiez-vous et est-ce que ça a eu des répercussions? Oui, tout à fait. Nous y étions. Le Choose Grand Est, Choose France, Choose Grand Est était très clairement affiché et montrait justement ce dynamisme que nous avons au sein de la région, et montrait également cette attractivité que présente une région de 57 000 km² avec presque 6 millions d'habitants. Et pour revenir sur ce qu'évoquait Sylvain à l'instant, on a un élément qui est important à avoir en tête, c'est que sur les 15 investissements les plus importants qui vont être réalisés en France en 2018, on en a 7 qui seront réalisés dans le Grand Est, c'est-à-dire pour plus d'1 milliard d'euros. Donc je trouve que très clairement, dont un ici d'ailleurs avec Garnica, avec 80 millions, qui va représenter 80 millions d'investissements. Donc je pense que ça démontre bien, rien que cet exemple démontre les raisons pour lesquelles aussi en dehors de l'itinérance mémorielle, oui, bien entendu, mais démontre bien cette volonté que nous et cette ambition que nous avons pu développer et déployer lors de la séquence des prémontrés à laquelle vous faisiez allusion tout à l'heure lors de la venue du président de la République, avec des tables rondes qui étaient très clairement aussi diverses que variées sur les spécificités que présente ce territoire, et un territoire quand même
alors que ce soit historiquement ou que ce soit économiquement, a beaucoup souffert. Mais je pense que justement, c'est ça aussi la force de ces territoires qui savent se relever par rapport aux épreuves qui ont été subies. Alors, il nous reste peu de temps parce que l'heure tourne. Est-ce que quelqu'un parmi vous a des questions? J'ai une ou deux personnes qui doivent prendre un micro. J'en ai ici. Il n'y en a plus. Si, il y en a un. Vous voulez prendre un micro? Un deuxième. Est-ce qu'on peut rallumer un peu la salle pour qu'on voit nos interlocuteurs? Merci. Et de ce fait, est-ce que l'un ou l'autre, sachant qu'encore une fois, ces messieurs, dames, plus les 5 précédents, seront tout à l'heure dans le hall avec vous pour papoter? Ah, j'ai un monsieur qui lève le bras là-haut. Et j'ai un micro aussi, si vous voulez. Tenez, on va le donner. Merci. N'hésitez pas à dire... Oui, tout marche. N'hésitez pas à dire qui vous êtes et ce que vous faites. Et d'être précis dans votre question. Merci. Bonjour, Benoît Confé, BCO Conseil. Je représente l'association d'industriels AD3R. Cette association d'industriels qui est bien connue de nombreux d'entre vous est atypique. Alors atypique déjà par rapport à tout ce qui a pu être évoqué depuis tout à l'heure, puisqu'on entend parler d'industrie, on entend parler d'agro, on entend parler de tout ça, on oublie aussi que la région a une grande valeur énergétique. Il y a une politique énergétique quand même au niveau du Grand Est qui est forte, notamment dans les énergies renouvelables. Nous sommes atypiques par la forme juridique qui est la nôtre, puisque nous sommes au format associatif aujourd'hui et non pas en groupement momentané d'entreprise ou en consortium ou autre. Et aujourd'hui, une innovation portée par un consortium atypique a du mal à rentrer dans les cases d'un CERFA. Tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on nous demande d'innover au niveau industriel, mais l'accompagnement, lui, n'a pas forcément innové à la même vitesse. Et aujourd'hui, c'est pas évident pour nous de rentrer dans les bonnes cases pour être accompagnés par les différents organismes qui sont représentés aujourd'hui. Alors là, vous adressez à quelqu'un en particulier? Non? Je pense que la question est ouverte, hein, c'est un peu tout le monde. Aujourd'hui, si vous voulez, 2 personnes ont pu nous accompagner. C'est l'ADEME et c'est une collectivité locale, une agglomération. Monsieur Renson va vous répondre. Monsieur Confé, bonjour à nouveau. Effectivement, on s'est croisé sur le dépôt de votre projet, dans le cadre notamment de l'appel à projet filière. La particularité qu'on avait en fin de compte sur ce type de projet, c'est que le dispositif même si vous n'avez pas de dispositif, le soutien en public sur votre projet nécessitait qu'il y ait un demi par le consortium et un demi par le soutien public, donc 1 euro pour 1 euro. Je pense que c'est uniquement ça qui a... Parce que la partie associative, l'association est éligible. Aujourd'hui, le 1 pour 1, il est bien loin d'être respecté, puisqu'on est sur fonds propres, nous, depuis 2017. On a, à ce jour, encaissé peut-être, sur un budget total juste pour les études, de plus de 700 000 euros d'études, on a encaissé peut-être 20 000 euros de subventions. On est très loin du 1 pour 1, on mène tout sur fonds propres. Et non, la difficulté surtout, alors pour pouvoir être accompagné par BPI notamment, c'était qu'on n'avait pas de bilan, puisque forcément nous sommes tout neufs. La difficulté pour être accompagné par la région, il y avait d'autres difficultés également. Enfin, aujourd'hui, on rentre dans aucune case, nous. Hein. On n'a aucun bilan derrière nous. On a des membres industriels, mais qui ne sont pas engagés en nom propre, donc ce sont pas leurs bilans qui comptent. Alors, ce que je vous propose, c'est après la manifestation, de prendre rendez-vous avec Madame, qui va vous chapeauter, et vous verrez que vous aurez une case pour vous. Une deuxième question, ici en bas, oui. C'est ça? Oui, levez-vous comme ça on vous voit. Vous voyez que même d'habitude, ce sont des femmes qui portent les micros, là on a pris des hommes. Hein. Okay. Et ce sont les hommes qui posent les questions. Et oui. En plus. Et Gilles Bourrichon, je représente un laboratoire qui s'appelle Métanoïa Santé, qui promeut un dispositif médical qui est aujourd'hui en train d'être accrédité dans le domaine de la cicatrisation. J'ai été très interpellé par le silence que j'ai trouvé très éloquent sur la question que vous avez posée concernant les financements participatifs
de personnes particulières qui souhaiteraient donner leurs sous dans les entreprises. Et je me demandais, et c'est une question qui est ouverte, qu'est-ce qu'il existe comme accompagnement? Et c'est la question que je me pose vraiment, parce que j'ai envie de faire intervenir des gens à mon capital, des particuliers, comme accompagnement par vos services, pour articuler un financement participatif avec éventuellement un financement de subvention ou collectif ou institutionnel. Est-ce que vous avez tenté le crowdfunding, comme on dit? C'est de ça dont je parle. Oui, oui. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une réponse chez vous? Si c'est compliqué, on prend note et puis on répondra en particulier à monsieur. Oui, enfin, en même temps, il n'y a pas d'obstacle. Je veux dire, à ce type d'articulation, de toute façon. Après, là, il faudrait que, je sais pas, est-ce qu'on a il y a les services techniques de la région qui sont là et qui pourraient tout à fait vous renseigner de façon très précise, pratiquement parlant, mais on n'a pas forcément d'obstacle à ce type d'articulation entre ces financements. Une dernière question, sachant encore une fois qu'après vous pourrez papoter plus directement. Tout en haut là-bas, pour le monsieur qui a le micro. Bonjour, je me présente, Laurent Lepâtre, je suis président d'une société, d'une start-up. Je peux vous demander de vous lever pour que la caméra puisse vous trouver. Merci. Voilà, Laurent Lepâtre, je suis président d'une start-up, nouvelle technologie d'énergie. Je développe dans la région. Je remercie au passage la région de m'avoir octroyé 100 000 euros de frais pour la recherche. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je suis plutôt tenté à aller développer le produit en métropole de Toulouse, puisque la communauté de Toulouse avance plus vite que Troyes. Je vais vous dire ce que je développe. Je développe une batterie générateur, une nouvelle technologie d'énergie, une batterie qui dure 50 ans, qui ne se recharge pas, qui est 100% recyclable, qui est adapté pour les véhicules privés, les bus et les poids lourds. C'est-à-dire que demain matin, vous avez un véhicule privé électrique à 25 000 euros, vous avez 100 kW sous le capot, qui correspond à 137 chevaux d'IN. Vous pouvez avoir 100 kW chez vous, vous pourrez payer la taxe de l'État, la taxe pour EDF via la blockchain. Le consommateur s'y retrouvera, il aura son pouvoir d'achat élevé. Cette technologie est en phase d'industrialisation. On a besoin de 6 mois, on a besoin d'entre 500 000 et 2,7 millions. On a reçu aujourd'hui 100 000 euros de la région, j'ai reçu aussi d'autres aides. Mais aujourd'hui, on en est là, on a une technologie disruptive et on a du mal à développer dans la région ce produit. Et qu'est-ce que vous apportera de plus l'autre région? C'est-à-dire qu'ils nous mettent des locaux à disposition, un bus test, on va faire l'ingénierie de modification du bus électrique. On travaille avec le CNRS de Toulouse, on travaille aussi avec un laboratoire nanotechnologique. On va développer un certain nombre de moyens que je ne peux pas m'octroyer au niveau scientifique. Mais aujourd'hui, on a une vraie technologie énergétique. C'est une nouvelle ère technologique, il faut le savoir. Je fais 10 ans de recherche fondamentale, 2 ans de recherche appliquée. J'ai un docteur avec moi, j'ai des scientifiques avec moi qui me suivent. On a des collaborateurs. On voudrait développer dans la région, mais c'est très difficile. Ah, alors. Merci de m'avoir entendu. Je vous en prie, monsieur. Qui répond? On peut pas le retenir? On peut pas le retenir? Non, mais je crois que vous avez déjà été accompagné par la région sur la partie R&D et sur la partie voilà, tout à fait. Après, j'ai pas souvenir que l'on ait été mis en relation par rapport justement à tout ce qui est phase d'industrialisation et ensuite tout ce qui peut être effectivement mis en application directe. Et c'est là où j'en reviens à mon idée de réseau que j'évoquais tout à l'heure, qui est véritablement un peu notre ADN. Mais j'ai pas souvenir qu'on ait été je pense qu'il y a un rendez-vous à mettre sur pied là. Ah bah oui, c'est-à-dire avant qu'il ne s'en aille. J'ai fait un projet pour l'ADEME, mon projet pour ma planète. J'ai sollicité Nicolas Hulot. J'ai eu les encouragements du président de l'ADEME France, mais le projet n'a pas été retenu. On m'a proposé de faire le projet plutôt en février 2019. Parce que ça correspondait plus à la mobilité électrique. Or, c'était complètement une technologie disruptive qui correspondait à l'engagement du projet qui a été réalisé en mars 2018.
Aujourd'hui, je suis en relation aussi avec Monsieur Jean Jouzel, qui connaît bien mon projet, qui a transmis mon projet à Monsieur Hulot. Et Monsieur Hulot est une fondation, mais maintenant il faut bouger, quoi, simplement. Bon, je suis désolé. Simplement, je pense que la priorité, c'est de voir Madame dès que vous sortez d'ici. Voilà, le temps est passé. Monsieur le Président Convert, vous pouvez éventuellement répondre à ce que vous avez entendu et surtout conclure cette partie. Alors, je voudrais, avant de conclure proprement dit, rappeler le principe même de la Chambre de commerce, qu'elle soit territoriale ou régionale, c'est d'accompagner, je l'ai déjà dit, mais c'est aussi de faciliter les mises en réseau et de faciliter les mises en contact. Et par ce biais, de pouvoir aller quelquefois un petit peu au-delà que ses propres prérogatives, de par les partenaires qui existent et qui sont naturels. Et je pense notamment à Way School, qui a développé un partenariat et de la formation depuis 4 ans maintenant au Cameroun, qui est tout à fait en capacité de nous faire des mises en relation avec les autorités camerounaises et des industriels entrepreneurs camerounais. Donc n'hésitez pas à ce niveau-là à revenir vers la Chambre de commerce qui peut faire les mises en contact. Et également un autre domaine sur lequel nous n'intervenons pas, puisque ce n'est pas notre vocation, notre activité, c'est-à-dire le financement, notamment à la création d'entreprises, mais au travers de la plateforme Initiative qui est installée dans les locaux de la Chambre de commerce, nous sommes en capacité de pouvoir faire du financement à la création ou à la reprise d'entreprises sans garantie et à taux zéro. Donc là encore, ce n'est pas l'activité de la Chambre de commerce, mais c'est de la mise en réseau et c'est une de nos profondes vocations. Alors on va applaudir, si vous permettez, maintenant nos intervenants et je vous laisse conclure. Vous pouvez regagner vos places. Bien, simplement quelques mots de conclusion. Je tiens particulièrement à remercier les différentes équipes qui ont travaillé cet après-midi et qui vont travailler encore dans la deuxième partie de cet après-midi. Le Centre des Congrès pour sa qualité technique, notre intervenant Jean-François Cherperel pour l'animation de ces débats, l'équipe de l'IUT de Troyes qui nous fait l'animation visuelle de cet après-midi, et puis bien évidemment remerciements auprès des équipes de l'A et des CCI qui ont travaillé sans compter depuis un certain nombre de semaines pour mettre au point cette manifestation. Si vous avez néanmoins, et au-delà de ce qui a été dit tout à l'heure, des projets et que vous souhaitez être accompagnés pour optimiser vos chances d'obtenir les financements les plus appropriés à votre situation, je vous invite à vous rapprocher de la CCI de votre territoire, qui dispose des conseillers qui pourront vous aider à identifier les dispositifs les mieux appropriés à votre problématique, vous mettre en relation avec les financeurs. Vous avez la possibilité de le faire directement, bien évidemment, mais on peut être facilitateur et vous accompagner dans le suivi de vos projets, parce que la mise en œuvre d'une aide est une chose, mais l'accompagnement au déploiement et au développement de cette aide en est une autre. Et là, on revient dans les fondamentaux des missions des chambres de commerce. En tout cas, merci de votre attention et de votre participation à cet après-midi. Donc, nous allons en arriver à la deuxième grande partie de cette journée. Je vous demande de rester là dans la mesure du possible, sachant qu'il va y avoir une petite remise en place des choses, pour accueillir tout à l'heure Clément Meunier. Il n'est pas là, Clément Meunier? Si, c'est lui. Eh ben, viens ici, Clément. Voilà, c'est Clément Meunier que l'on applaudit. Ils ont été sages. Très bien. C'est un bon public, donc c'est lui qui va animer la partie suivante, le temps de mettre en place la scène. Merci à tous.